Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Maralibiya pour ce nouveau numéro de Microscope. Merci pour votre fidélité. Ce soir au programme, nous allons revenir sur les libertés d'expression en général, la diplomatie aussi, vous l'avez sur ce décor avec les portraits du président algérien Abdelmadjid Tebboune et puis celui d'Emmanuel Macron. La France est au cœur d'une nouvelle polémique, en tout cas de nouvelles relations, de nouvelles crises sont attendus dans les jours et les semaines à venir et pour cause, vous le savez, hein, depuis le 16 novembre dernier, donc la disparition, c'était au conditionnel il y a encore 48 heures de l'écrivain de 75 ans, donc Boualem Sansal. Et puis depuis, alors il y a eu plusieurs scénarios possibles. Certains parlaient d'une arrestation, toujours sous le silence par le pouvoir algérien, par les services de sécurité. Sa famille est restée donc plusieurs jours, plusieurs heures sans nouvelles, puisque le 16 novembre, c'était samedi dernier. Et puis vendredi soir, donc il y a à peine 48 heures, l'APS a réagi donc suite à cette disparition pour officialiser donc l'arrestation de l'écrivain, donc âgé de 75 ans, Boualem Sansal, donc l'APS. On vous invite vraiment à retrouver le communiqué. Alors on ne sait toujours pas, on va en parler ce soir avec le pouvoir algérien, on ne sait toujours pas qui écrit, qui réagit, tout ceci sont des mots hein, sur une agence presse dite officielle. Aucune conférence de presse, aucune réaction de la présidence officielle, encore moins le ministre des Affaires étrangères en Algérie, qui est toujours Ahmed Attaf, je le rappelle. L'agitation comique d'une partie de la classe politique et intellectuelle française sur le cas de Boualem Sansal est une preuve supplémentaire de l'existence d'un courant haineux contre l'Algérie, un lobby qui ne rate pas une occasion pour remettre en cause la souveraineté algérienne. L'arrestation de Boualem Sansal, pseudo-intellectuel vénéré par l'extrême droite française, a réveillé les professionnels de l'indignation. Tout le bottin anti-algérien et accessoirement pro-sioniste de Paris s'est levé comme un seul homme. Plusieurs exemples, je suis en train de vous lire un extrait de l'APS, nos invités vont en parler. Alors, l'APS qui revient sur Éric Zemmour, Mohamed Sifawi, Marine Le Pen, Xavier Driancourt, l'ancien ambassadeur, Valérie Pécresse, patronne de la région Île-de-France, l'ancien ministre de la Culture Jack Lang, Nicolas Dupont-Aignan et Tahar Boudjenoun par exemple. Donc l'APS qui revient vraiment aussi sur une France, la France macronito-sioniste qui s'offusque de l'arrestation de Sansal à l'aéroport d'Alger, n'a toujours pas déclaré au monde si elle a la souveraineté nécessaire de pouvoir arrêter Benjamin Netanyahou, qui donc est sous un arrêt du mandat international par la Cour pénale internationale, si jamais il se pointerait à l'aéroport Charles de Gaulle. Voici donc les sorties de l'APS. Alors vous l'avez compris, une affaire qui suscite beaucoup de questions. D'abord, les libertés d'expression. Nous allons revenir aussi sur la diplomatie. Est-ce qu'un État comme l'Algérie doit faire de telles sorties? Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière d'évoquer les choses? Et puis encore une fois, pourquoi cet homme et cet écrivain est resté sous le silence, a été arrêté pendant plusieurs jours sans aucune nouvelle? Nous évoquons aussi le système judiciaire algérien, déjà critiqué hein, pour son manque parfois d'indépendance, qualifié souvent d'arbitraire. Si effectivement les mots, les pensées, les écrits, les sorties de l'écrivain Boualem Sansal donc posent problème légal dans un pays comme l'Algérie, est-ce que ce n'est pas justement à la justice d'intervenir et de faire son travail? On reviendra aussi sur l'impact de cette arrestation pour le pays, mais aussi à l'international. C'est une affaire qui fait énormément parler d'elle. Avec nous, le plaisir d'accueillir mon ami, confrère, éditorialiste, journaliste Jamel Benchenouf. Bonsoir. Bonsoir Chaban, merci de m'avoir invité. Merci d'être avec nous, cher confrère. Nous avons le plaisir d'avoir aussi Karim Bouzid ce soir, journaliste, membre de Riposte International. Karim Bouzid, bonsoir. Bonsoir, merci pour cette invitation et je salue aussi les camarades qui sont là, qui sont invités. Merci infiniment. Yazid Tamim est avec nous, délégué régional de la Ligue des droits de l'homme. Bonsoir et bienvenue. Zulfilek, bonsoir tout le monde. Je te remercie de m'avoir invité dans ce plateau et je suis sincèrement content d'être parmi ces personnalités qui sont invitées aussi dans ce plateau. Et merci beaucoup.
Merci infiniment, docteur en économie, analyste politique, écrivain. Slimane Azem, blessure et résilience, toujours chez l'Harmattan. Je vous invite vraiment à vous le procurer. C'est temporel et éternel. Hassan Hirej, bonsoir. Bonsoir Chaban, bonsoir à tous vos invités. Je suis content de voir toute cette belle brochette sur le plateau que je n'ai pas toujours l'occasion de rencontrer depuis quelques mois, et particulièrement Ben Chenouf qui n'est plus, je crois, dans la région parisienne, qui nous manque beaucoup. Et puis les deux jeunes que tu as invités pour qu'ils nous dynamisent. Voilà, Merci. et merci beaucoup. Merci à tous les téléspectateurs et à votre équipe. Merci, tout le monde est jeune ce soir. Je vais donner la parole à Jamaldine Benchenouf dans un instant. Je vous cite juste un extrait des mots de Mohsin Belabbas qui vient d'écrire un édito sur cette affaire très, très pertinente et très intéressante sur les libertés et la justice en Algérie. Certes, aucun individu n'est au-dessus des lois et si l'écrivain a enfreint des textes précis, un procès devrait permettre d'examiner les faits en toute transparence, mais le problème réside justement dans la capacité de la justice algérienne à garantir cette transparence et cette équité. L'Algérie doit choisir entre continuer à réprimer les voix dissidentes et évoluer vers un modèle où la critique est confrontée avec intelligence et dignité. Je vous invite vraiment à retrouver sur son post et son analyse sur ses réseaux sociaux, sa page Facebook. Jamaldine Benchenouf, avec nous, vous avez tout au long de votre carrière parcouru, analysé, évoqué tant d'affaires. C'est pas l'unique affaire aujourd'hui. Qu'est-ce que vous évoque cette affaire? Il y a une résonance, une réponse cinglante, sans mots, que vous allez certainement qualifier de l'APS. Cette affaire, Sansa, Jamaldine Benchenouf, pour vous. Oui, merci Chaban. À mon tour d'abord de saluer nos amis qui nous font l'honneur et le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Je salue mon très très cher ami Hassan Hirej, qui me manque beaucoup, il faut dire. Nous avions l'habitude d'engager des discussions très, très agréables, en même temps que très fructueuses quand on se voyait, et ça me manque beaucoup, mon cher ami. Sinon, Chaban, d'abord, avant de répondre à votre question, une remarque que votre présentation a attiré mon attention. Une dépêche, c'est-à-dire que plusieurs jours après avoir disparu, après son arrivée à Alger par un avion qui venait de France, Monsieur Sansal disparaît pendant 5 à 6 jours sans aucune nouvelle. Il laisse tout le monde dans l'inquiétude, y compris sa propre famille. Et lorsque nous apprenons en vain le sort qui lui a été réservé, c'est l'APS qui nous l'apprend à travers une dépêche ou un communiqué, ou je ne sais pas comment on peut appeler un tel papier. C'est une dépêche hystérique. Et peut-être faut-il rappeler agressive. Que l'APS est l'agent. Pardon? Peut-être agressive aussi d'un certain langage assez violent, hein, entre deux États, un pays qui doit communiquer avec un autre. Moi, je ne trouve pas d'autre mot. Parce qu'une dépêche, une agence officielle de l'État ne peut pas s'exprimer en de tels termes aussi injurieux, aussi odieux, aussi, j'allais dire, orduriers. Peut-être aussi faut-il rappeler que l'APS, et il est très important de le rappeler, relève directement de la présidence. Rappelez-vous que M. Bouteflika avait déclaré publiquement et face à la télévision qu'il était, lui, le président de la République algérienne, le rédacteur en chef de l'APS. Et ça a toujours été comme ça. L'APS a toujours relevé de la présidence, sauf depuis l'arrivée de Tebboune, où il y a des interférences. On a même vu des dépêches être retirées, être corrigées, parce qu'aujourd'hui, il n'est plus seul. Mais pour vous dire que ça vient du plus haut possible. Sinon, d'abord, et avant même que de me prononcer personnellement sur ce qui vient, encore une fois, de commettre ce système, contre faut-il le rappeler, de ses propres citoyens, même si celui-ci a la double nationalité, contre le droit,
contre ses propres lois, qu'il est de toutes les façons le premier, et toujours le premier à violer de façon aussi brutale. Ce qui me choque le plus, Chaban, dans les réactions à cette affaire, sans tous ces relais sociaux, médiatiques, partisans et autres caisses de résonance, y compris certains milieux qui se disent opposés au régime algérien. C'est un véritable lynchage, un acharnement indigne de quiconque se dit attaché au droit, à la justice et surtout, Chaban, à la présomption d'innocence. Et personnellement, je tiens à le préciser, je n'ai aucun atome crochu avec Sansal, bien au contraire. Mais je n'évoquerai pas aujourd'hui tout ce que je peux lui reprocher, à tort ou à raison. Parce que ce n'est pas le moment. Parce que je procéderai alors du même acharnement qui se déchaîne aujourd'hui contre lui. Mais si tant est que la justice algérienne ait été saisie pour le poursuivre, admettons-le, qu'elle le fasse alors dans les formes. Si elle lui reproche son soutien à de quelconques partis contre d'autres partis et qu'une telle attitude relève de la justice, alors qu'elle le poursuive dans le respect du droit, de ses droits, du code de procédure pénale. S'il est accusé de révisionnisme sur l'histoire du pays, puisqu'il a porté il a parlé de ce qui est censé appartenir au Maroc dans les territoires et dans la configuration territoriale actuelle de l'Algérie. Et qu'une telle atteinte est prévue par la loi et le droit en tant que révisionnisme. Alors qu'elle lui intente un procès public, en procédant à sa convocation, à son audition, à sa présentation, à son jugement public, sans même qu'il soit besoin de le mettre en garde à vue, puisqu'il dispose de toutes les garanties de présentation, puisqu'il dispose de propriété en Algérie, puisqu'il dispose d'un passeport algérien. À la limite, la justice algérienne aurait pu lui interdire de quitter le territoire national en attendant son jugement, puisqu'il dispose d'une autre nationalité, et qu'elle se réserve le droit de le maintenir à sa disposition jusqu'à sa comparution, à la limite. Mais de là à user de méthodes aussi brutales. Mais Djamaldine, sincèrement, je pense, est-ce que réellement cela vous choque? Je pense comme ça à Karim Tabou qui vit en Algérie, qui est algérien, le nombre de fois où il a été arrêté sans savoir pendant 2 jours, 3 jours où il était. Est-ce que réellement cela vous choque de ce système algérien, même si on a un président algérien qui dit que les anciennes méthodes sont terminées? Vous êtes surpris de cette nouvelle méthode de façon de faire, d'arrêter un individu sans donner de nouvelles pendant plusieurs jours? Oui, mais Chaban, à la limite, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'a déjà commis ce régime d'injustice, de dépassement, de violation du droit, de violation des droits des gens, pas seulement avec Sansal, sauf que ça aurait été mieux si cette réaction, cette levée des boucliers qui a lieu en ce moment en France, se soit produite avec tous ceux qui ont été broyés par la machine judiciaire algérienne, je mets judiciaire entre guillemets, bien sûr. Mais c'est dans sa nature profonde à ce régime que de se commettre dans de tels dépassements. Ce n'est pas nouveau, c'est dans sa nature. Cette fois-ci, ça choque outre-Méditerranée parce que M. Sansal a la double nationalité algéro-française, parce que aussi c'est un homme public en France, qu'il est très connu dans certains médias, que ses engagements lui ont permis, j'allais dire, de disposer de certaines sympathies, mais sinon, jusque-là, pour dire les choses, la France n'a jamais rien dit, la France officielle, la France médiatique, hormis quelques rares journalistes qui sont montés au front pour dénoncer certains odieux dépassements. La France a toujours fait commerce
de ce genre de connivence avec les barons du régime, avec le système, pour des raisons d'État, comme on le dit, pour la raison d'État. Peut-être faut-il rappeler, juste pour l'exemple, que ce régime, de façon quasi sûre, quasi prouvée, quasi établie, a fait disparaître 20 000 personnes en une dizaine d'années qu'il a enlevées de chez eux. Devant tout le monde. Il y a même des photos, des voitures avec leur matricule, des policiers cagoulés. Il y a énormément d'arguments. Mais la France, à mon modeste et humble avis, n'a jamais protesté, n'a jamais dénoncé. Emmanuel Macron qui s'est dit effectivement préoccupé. Jamaldine, je profite de votre présence tout de même, un mot sur, avant de vous libérer, un mot sur la diplomatie algérienne. Ahmed Attaf reste au pouvoir, ça en dit long tout de même pour un État qui se dit si puissant. On a compris que dans les méthodes de faire face à un livre ou un littéraire, un écrivain, on a compris qu'elles étaient toujours les mêmes, mais en termes de diplomatie, rapidement, en 2 minutes, comment vous voyez les prochaines années à venir? Comment l'Algérie peut-elle se sortir maintenant de ce bourbier? La France macronito-sioniste, c'est quand même pas rien. Et dire qu'il n'y a pas longtemps, il disait mon ami Macron. Oui, c'est vrai. Comment oui, il se faisait des bouche-boutades, comment il... mais sinon, je vous rappelle une chose, Chaban, c'est que Tebboune, avant l'avènement de ce nouveau gouvernement, nous avait promis qu'il allait écrémer la société algérienne, nous ramener les meilleures et les plus grandes, ce sont là ses propres mots, compétences du pays. Et là, il reprend un Attaf, comme vous disiez, le chef de la diplomatie algérienne. Donc, rappelez-vous, cette image qui reste dans les mémoires, cette image qui est très parlante, quand il a tapé sur la main de son ministre des Affaires étrangères, d'une façon brutale, un peu comme un enfant qui est jaloux, parce que Attaf a serré trop longtemps la main de Macron. Mais sinon, Attaf, le ministre des Affaires étrangères, de la même manière que le chef du gouvernement, le Premier ministre, il ne décide de rien. Il y a comme une division des tâches. Le vrai pouvoir, celui qui s'exerce sur la rente qui est due aux barons du régime, sur la chasse gardée, sur les brisés du régime, elle est exercée par les militaires. La meilleure preuve en est ce budget militaire qui vient de leur être alloué sans qu'il y ait le moindre petit contrôle, ni en amont, ni en aval, par les représentants du peuple. Personne ne sait ce qui est fait avec ces masses d'argent, c'est énorme, pratiquement le quart du budget national, qui revient chaque année à l'armée et avec une augmentation chaque année progressive. Mais sinon, l'autre partie est laissée au roi fainéant, à M. Tebboune, qui est dans l'improvisation, dans l'impulsivité, qui va dans tous les sens, qui un jour vous déteste, un jour vous adule, qui rompt des relations diplomatiques avec des pays sur une petite humeur, sur une réaction, qui ne réfléchit jamais. Mais sinon, excusez-moi Chaban, pour revenir à cette affaire Sansal, moi je vais vous dire, je vais essayer de faire vite pour laisser la place à mes amis. Ce régime vient de se mettre lui-même comme un grand dans une impasse dont il ne sortira pas indemne. Parce qu'il a trop chauffé le Bendir. S'il relâche Sansal, tout le monde, y compris parmi ses propres alliés, vont ressentir ce geste comme un acte de faiblesse. S'il le laisse, et s'il ne le sort pas, il va se retrouver dans une véritable mélasse et lui, il ne peut pas se permettre ce genre d'attitude. Vous savez pourquoi, Chaban? Parce que celui qui peut se permettre des choses aussi osées à l'international, il doit avoir une maison de verre. Or, lui, ce régime, je vous rappelle une seule chose. La France officielle, pendant des décennies, elle a servi de plaque tournante pour le blanchiment de l'argent des barons du régime. Elle les tient tous.
Ils ont, eux et leurs clients, hein. Je ne parle pas que des barons. Les barons, leurs prête-noms, leurs clients. Ils ont tous des résidences somptueuses, des affaires, des capitaux énormissimes qui se chiffrent en milliards d'euros. Merci. Et donc, ils n'ont pas une maison de verre, alors ils devraient bien réfléchir à la question. C'est moi qui vous remercie. Merci. Chaban, et bonne continuation pour nos invités. Merci Djamadine. Ben Chenouf était avec nous. Donc Yazid Tamim est avec nous aussi ce soir. Merci d'être là. Vous êtes délégué régional de la Ligue française des droits de l'homme. Beaucoup de questions. Liberté d'expression, les méthodes de faire du pouvoir algérien, ne pas donner de nouvelles à la famille, rester comme ça dans l'interrogation. Et puis surtout en termes de diplomatie, une agence presse qui sort un communiqué d'une telle violence. Avoir votre analyse ce soir. Oui, donc merci à Chaban et merci pour tous. Surtout avec ce qu'il a développé notre frère Djamel de très haut niveau. Mais on va lui dire merci. Et en premier temps, je voulais juste présenter mes condoléances à une famille, la famille Aït Msaoudi, village El-Qarn, Ain El-Hammam, à Tizi Ouzou, en Algérie. Présenter mes condoléances attristées et que Dieu lui ouvre ses portes du paradis, Inch'Allah. Mes condoléances à toute sa famille, ses enfants, sa femme, et puis la famille Aït Msaoudi. Bref. Donc, pour que maintenant, ce qui reste comme on va dire, une sorte de se dévoiler encore une fois, c'est-à-dire, c'est encore une atteinte préoccupante, en fait, aux droits humains. On n'est pas là en train de défendre la personne. Et nous, on défend surtout les droits de l'homme, on défend les droits humains. En fait, c'est une arrestation donc sans motif clair. Ils n'ont pas donné de motif. La presse algérienne, elle a fait une sourde oreille, elle a manifesté un silence, même on peut dire un silence profond pendant du 16 jusqu'au jour où ils ont commencé à parler de cette arrestation. Et aussi, donc, pour moi, donc, ils ont confirmé que maintenant l'Algérie, l'Algérie en tant que pays, il est sous le commandement militaire. Voilà. Donc, normalement, l'affaire de ce monsieur devrait être une affaire de justice. Après, sur ce qui concerne ce qu'il a réalisé comme travaux ou ce qu'il a fait comme travaux ou ce qu'il a avec ses propos, etc., cela concerne lui. Mais cette arrestation, ils ont encore, ce gouvernement, ce pouvoir, il a encore donné un sujet pour faire un paragraphe surtout un paragraphe qui sort des salles, je m'excuse du terme, des salles bouches des représentants politiques ici en France. Comme, prenons l'exemple de Zemmour, de Le Pen, etc. Donc, qui sont en train de critiquer un peu l'image du pays. Donc, ce que je voulais dire, c'est que normalement, le ministre des Affaires étrangères devrait apparaître là-dessus, il devrait prendre parole, il devrait parler, il devrait surtout défendre le pays au lieu de manifester ce silence. Donc, l'arrestation, elle a bien marqué une nouvelle encore escalade dans la répression en Algérie. Elle a aussi illustré donc un climat où la liberté d'expression elle est toujours bafouillée, c'est-à-dire tout ce qu'il disait de Boun, c'est contradictoire à tout ce qu'il disait. Donc aujourd'hui, on se retrouve toujours avec des pratiques en fait diaboliques du pouvoir. Et en même temps, on va dire que, à ce que je sache, que ce bonhomme n'a pas insulté l'Algérie en tant que tel. En tout cas. Mais par contre, il est connu pour critiquer ouvertement, et il a déjà critiqué ouvertement le régime algérien. Notamment, il a critiqué la gestion du régime et il a critiqué la gestion des affaires publiques. Il a critiqué la corruption aussi.
et l'absence de liberté. Voilà ce qu'il a critiqué. Et ces critiques lui ont coûté dès son arrivée à l'aéroport d'Alger, lui ont coûté son arrestation, sans motif valable, sans donner de nouvelles. Pour moi, personnellement, c'est un kidnapping. Mhm. Oui, il est resté plusieurs. Restez avec nous. Restez avec nous. Je vais certainement revenir vers vous. Alors, c'est pour ça que ce soir, on ne souhaitait pas évoquer les contenus et les sorties, les récits, les pensées, les idées de l'écrivain. Si la justice doit intervenir, elle doit le faire. Et si un État se sent attaqué, il doit le faire. Nous parlons aujourd'hui effectivement de liberté et aussi de forme, comment les choses se passent. Hassan Hiresh, peut-être aussi de quelques mots avant d'avoir le plaisir de retrouver Karim Bouzid qui est avec nous. Cette affaire, on en a parlé la semaine dernière avec vous. Depuis, la PS a réagi d'une manière très violente, très virulente, très agressive même. C'est peut-être vos qualificatifs. Qu'est-ce que cela vous évoque? Ça m'évoque que ça ne change pas malheureusement à la PS. Je veux dire, les journalistes de cette agence ont toujours réagi au vitriol dès qu'il s'agit d'un opposant, dès qu'il s'agit d'une controverse, d'une opinion qui soit politiquement incorrecte, etc. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil de la part malheureusement de la PS. Donc, par contre, je ne sais pas si les journalistes de cette agence représentent la voix officielle ou une voix officieuse qui permet de donner des coups de bâton sans que le pouvoir... Vous avez la réponse, Hassan Hiresh. Si avec une telle sortie depuis 48 heures, il n'y a pas de démenti du président, du ministre, ça veut dire que c'est commandité. Enfin, on sait que l'APS est dirigée par le pouvoir, mais là, on peut le comprendre. Il n'y a jamais eu de démenti de la part d'un président algérien depuis 1962. Et bon, de temps en temps, il y a eu des démentis de la part d'un ministre, mais c'est très rare et ça concerne des affaires un peu, comment dire, plutôt marginales. Donc, cette affaire de Boualem Sansal est complexe parce qu'il s'agit d'un écrivain mondialement connu, respecté, un intellectuel de haut rang, hein, et il ne faut pas l'oublier non plus, qui a servi aussi la haute fonction publique en tant que cadre supérieur. Il ne faut pas oublier que c'est un polytechnicien, un grand économiste, et qu'il y a eu des moments où le pouvoir algérien a eu besoin de ses services et il l'a fait avec abnégation. Donc c'est un homme qui a une histoire tout à fait honorable et qui a démontré que c'est un Algérien patriote, pas nationaliste du tout, parce que on voit là, avec cette affaire, la fusion, l'émergence de turbo-nationalistes qui profitent de cette affaire pour faire du zèle, un peu à la manière de l'APS, et pour dire qu'eux sont tout à fait blancs et qu'ils donnent aussi des gages au pouvoir algérien, comme quoi eux, ils sont de vrais nationalistes et qu'ils aiment l'Algérie et qu'eux ne devraient pas, si un jour il leur arrive quelque chose, être considérés dans la même gamme que Boualem Sansal ou d'autres opposants qui seraient malveillants vis-à-vis de l'Algérie. J'ai vu des pages et des vidéos hystériques et qui vraiment relèvent beaucoup plus de l'enfantillage et de l'allégeance que ne demande pas d'ailleurs le pouvoir algérien. Donc je suppose que des officiels algériens, aussi bien civils, militaires que policiers, doivent rire dans leur chaumière en voyant cette cohorte justement de personnes qui n'ont pas hésité à insulter, vraiment à dramatiser, et ainsi de suite. Maintenant, je pense qu'il y a le côté des faits, et il y a le côté politique, et il y a le côté émotion. Les faits, effectivement, Boualem Sansal, de mon point de vue, a dû être interpellé
je dis pas arrêté. Pour le moment, il est interpellé, donc on ne sait pas exactement ce qui se passe. Ce n'est pas le premier. Hein. Je veux dire, ce n'est pas quand même le cas Ben Barka ou Abraham Safati. Hein. Donc, il faut aussi relativiser de ce côté-là. Ça fait 8 jours en tout cas qu'il est, pour l'instant, il est en détention. Hein. Totalement, je vais dire, inacceptable. Mais, je veux dire, je ne sais pas si on va revenir là-dessus. Oui, restez, Hassan Harash, restez, on va juste, je vais avoir le temps de revenir vers vous. On va écouter Karim Bouzid est avec nous, journaliste, membre de Riposte International. Karim Bouzid, merci d'être là. Ce qui nous intéresse ce soir, c'est cette manière de faire. D'abord, il y a l'image de l'Algérie, il y a la diplomatie, comment un État qui se dit aussi puissant, aussi moderne, a la crainte de réagir de la telle sorte face à un écrivain, un homme qui écrit. On est d'accord, on n'est pas d'accord. On a le droit aussi d'intenter des procès, mais de faire les choses dans le cadre légal, juridique. Qu'est-ce que cette affaire vous évoque avec tous ces éléments et celle des libertés? D'abord, je remercie les camarades qui m'ont précédé, qui ont apporté des éclaircissements objectifs, mais nécessaires pour comprendre la situation cette situation qui se passe en Algérie. Nous n'avons pas arrêté d'alerter d'abord l'opinion nationale en Algérie et l'opinion internationale sur les dangers qui pesaient sur la diaspora en cas de retour en Algérie. Beaucoup d'Algériennes et d'Algériens ayant vécu cette expérience de retour au pays ont été arrêtés, ont été conduits en cellule, emprisonnés, sans en informer leur famille, leurs proches, sur des motifs farfelus ou pas, dans des procédures qui nous rappellent des pratiques bien staliniennes. Je pense que le régime algérien a complètement perdu la tête, parce que cette arrestation en dehors de la forme, en dehors des procédures, n'est pas la première arrestation. Et beaucoup d'Algériens et d'Algériens de la diaspora ici en France, en Europe, beaucoup ont peur, savent très bien que si jamais ils rentrent, ils seraient arrêtés pour des motifs d'avoir exprimé des opinions contraires, des opinions politiques, pour avoir activé dans des associations, pour avoir dit non à la dictature, pour avoir exprimé justement notre façon de dire que l'Algérie pourrait prendre un autre chemin que celui d'une dictature, que celui d'une alliance avec la Russie, que celui d'une alliance avec la Corée, et que nous disons aujourd'hui que les choses peuvent se passer autrement. Je suis tout à fait d'accord avec notre camarade M. Harash quand il dit que ce n'est pas le fond qui nous interroge aujourd'hui, bien que la controverse elle est réelle, mais cet emballement liberticide, pour reprendre une expression de Saïd Saadi, cet emballement liberticide ne doit pas cacher toute la répression qu'il y a en Algérie, tous les détenus d'opinion politique qu'il y a en Algérie, et que l'arrestation de Sansal ne doit pas cacher tout ce verrouillage politique, tout ce verrouillage médiatique en Algérie. J'ai peur que, justement, avec cette affaire Sansal, l'on se concentre seulement sur Sansal, bien que c'est aussi un cas de polémique. Aujourd'hui, je tiens à mettre en évidence que beaucoup d'Algériennes, beaucoup d'Algériens sont arrêtés parce qu'ils ont exprimé une autre idée d'une autre Algérie démocratique, d'une Algérie, d'un État de droit, en opposition avec les pratiques du régime. Revenons à votre question, je trouve que les mécanismes, les procédures, elles sont fidèles aux pratiques du régime algérien qui kidnappe des personnes, qui met en prison des personnes sans en informer la personne en question, la famille, et sans en informer l'opinion publique. Il nous reste une dizaine de minutes à tous les trois. Justement, c'est intéressant ce que vous dites.
C'est pour ça que derrière cette affaire Sainte-Salle, on prend de à la hauteur, on essaye de comprendre les fonctionnements du système, des arrestations, des nouvelles, le silence, la répression. Derrière un auteur qui peut-être doit être attaqué ou pas, ça c'est à chacun de prendre ses engagements et de faire appel à la justice s'il le souhaite. Et c'est pour ça que derrière cette affaire, ce soir, on parle justement des libertés en général. Pourquoi un pouvoir aussi puissant? Je reviens à vous, Monsieur Tamim. Pourquoi, selon vous, pendant cette période, une période, elle est importante, cette période de crise géostratégique où Donald Trump arrive au pouvoir, il y a le Proche-Orient, il y a aussi l'Amérique, je le disais, il y a l'Ukraine, la Russie. Les pays, Hassan Hallaj dira deux mots aussi là-dessus, les pays ont besoin de s'unir aujourd'hui. Il en va de la responsabilité. Est-ce que, en ayant ce comportement-là, notamment vis-à-vis de la France, encore une fois, est-ce qu'il n'y a pas de l'irresponsabilité sur un État qui se dit puissant, qui parle d'unité nationale, et j'en cite, et je pourrais en citer d'autres. Politique au niveau de tout ça, de toutes les façons, c'est un pouvoir, tout le monde le sait, que ces individus qui tiennent le pouvoir en Algérie, ils sont rouillés. Ils doivent laisser la place à des personnes valables, à des jeunes valables de rentrer dans ce nouveau monde qui est en train de se créer. Donc il me semble qu'aujourd'hui, comme on parle de cette arrestation, c'est encore un acte qui prouve encore comme une nouvelle preuve du caractère autoritaire du régime algérien. Ça veut dire que c'est uniquement l'autorité chez eux, c'est uniquement la répression, c'est uniquement l'intimidation, etc., etc. Mais ils ne savent pas que maintenant, ils sont en train de mettre en danger le pays. En fait, on peut dire que toute la région de l'Afrique du Nord, ils mettent en danger leur pays face à ces pays puissants qui sont en train de manigancer, qui sont en train de, comme vous dites, qui sont en train de calculer leur placement géopolitique, géostratégique, etc. Donc, en fait, moi, je pense, puisqu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, moi, je pense que déjà cet acte, c'est une nouvelle fois une preuve de montrer comme quoi que c'est le pays, il est gouverné par les militaires, par l'autorité autoritaire, par la répression, par la violence, etc., les arrestations arbitraires, etc., etc., dont l'Amnesty International a déjà tiré la sonnette d'alarme. Elle a déjà tiré la sonnette d'alarme sur ça. Donc, elle a déjà tiré la sonnette d'alarme, elle a déjà averti en disant qu'il faut respecter quand même les principes fondamentaux, mais sur les droits, mais non, rien, ça rentre là et ça sort par là. Et il me semble que aujourd'hui le pays se trouve dans une impasse, comme on dit, un chemin dédale. Et il n'a pas d'autres issues pour pouvoir s'exprimer politiquement correct. Non, il s'explique avec une dure politique. Et pour moi aussi, c'est un durcissement inquiétant. Voilà, c'est clair et c'est net, c'est un durcissement inquiétant. Le fait de mener leur politique à deux balles, hein, comme on dit. Voilà, il faut un changement radical. Il faut mettre une jeunesse qui est à jour. Il faut mettre les personnes qui sont capables de faire face à tous ces enjeux politiques, à tous ces enjeux internationaux. Eux, ils sont déjà rouillés. Eux, ils pensent au fait qu'à leur poche, ils pensent qu'à leur richesse, ils pensent qu'à voilà ce qu'ils pensent eux. Et maintenant, ce qu'ils ont fait aujourd'hui, sur cette arrestation, c'est au fait pour moi personnellement, d'après ce que je vois, c'est surtout d'embêter, d'enquiquiner un peu la France. Vu que c'est un personnage qui est très connu ici en France, il a eu des prix Nobel, il est respecté par l'autorité française, etc., etc. Voilà ce que je vois moi comme analyse. Embêté et enquiquiné, c'est vrai à lire en tout cas la PS, c'est des qualificatifs qu'on pourrait donner dans une sorte de une vulgarité assez conséquente. Hassan Hiresh,
On en parlait la semaine dernière avec ce remaniement. On a un chef d'état-major qui fait son entrée au gouvernement. Certains parlent du tout sécuritaire. Un président algérien qui parle d'une unité, d'un renforcement, d'un État puissant. Et là, je voulais vraiment, parce que je sais que vous êtes très intéressé par cette question, aujourd'hui, les pays ont besoin de se renforcer, de se retrouver, de démontrer une certaine maturité, une certaine responsabilité, une certaine rationalité, créer une certaine stratégie, avoir de très bons rapports avec l'Occident, l'Europe, l'Amérique, etc. Quand on voit une telle sortie, est-ce qu'il y a une irresponsabilité au sein de ce régime et qui met peut-être le pays en danger à plusieurs niveaux, vis-à-vis de la France, par exemple, entre autres. Oui. Personnellement, je n'irai pas jusque-là, mais ce que je peux dire, c'est que malheureusement, nos dirigeants réagissent trop souvent sur l'émotion, avec les affects, et non pas avec comment dire, sérénité en tant qu'adulte, etc. Il y a beaucoup. Et vous pensez vraiment que on m'a rajouté quelques petites minutes, vous pensez vraiment que c'est de la, vous êtes écrivain, vous êtes analyste, vous avez de l'expérience, Hassan Haj, quand on entend ces mots quand même qui ne sont pas rien, ce sont des mots assez conséquents, c'est récurrent à chaque fois, vous pensez que c'est de l'affect ou c'est vraiment ce n'est pas une méthode qui est commanditée en disant voilà comment on doit travailler et voilà notre méthode, c'est la façon de faire? Je pense très franchement que les politiques algériens, et pas seulement eux, du reste, la société d'une façon générale, réagissent trop souvent comme enfants au sens psychanalytique du terme, au sens d'Éric Berne. Et donc, il faut montrer qu'on est rebelle, qu'on sait tout, qu'on est indomptable, etc., que c'est nous les meilleurs, ainsi de suite. Et donc, on est là, il y a une espèce de jouissance à vouloir dominer la société, à vouloir dominer l'opposition, à vouloir dominer toute voix discordante. Et donc, ça, c'est une preuve supplémentaire si on avait besoin. On sait qu'il y a plus de 200 Algériens qui croupissent dans les prisons pour des questions de droits de l'homme. Soit pour leurs opinions, soit pour des questions culturelles, soit pour des questions tout simplement d'actions minimes, à savoir par exemple un post sur Facebook ou des choses comme ça. Donc on est dans cette logique de faire taire et de faire peur. Et malheureusement, comme disait Karim tout à l'heure, c'est-à-dire une espèce d'accélération de ce procédé, de ce processus, à savoir que de plus en plus, on constate qu'il y a une espèce de durcissement, effectivement, par rapport à l'expression en Algérie. Mais cette affaire, si vous permettez, je reviens juste en quelques secondes sur cette affaire de Boualem Sansal. En fait, je crois qu'on lui reproche surtout d'avoir dit que depuis le XIIe siècle, la partie ouest de l'Algérie appartient en réalité au Maroc, etc. Mais c'est autant Boualem Sansal est un excellent politicien, un excellent économiste, autant c'est un piètre historien. On ne va pas emprisonner quelqu'un parce qu'il ne connaît rien à l'histoire. C'est pour ça que je vous demande, on va retrouver Karim dans un instant, c'est pour ça que je vous pose cette question. Est-ce que le pouvoir n'est pas affaibli aujourd'hui? Comment on peut en arriver à de telles conséquences alors que peut-être, comme vous le dites, et vous avez assez d'expérience pour l'analyser, qu'il est bon en histoire ou mauvais en histoire, qu'il a l'expérience, etc. Est-ce que ce régime aujourd'hui n'est pas affaibli, c'est ce qu'on est vraiment, on essaye de comprendre aujourd'hui pour Je crois que c'est un pouvoir, je veux dire, une ambiance assez tendue au sein des équipes à l'intérieur même. D'abord, il y a des conflits internes, ça c'est évident. Je crois que c'est un secret de polichinelle. Tout le monde sait que les différents centres de décision au sein des classes dirigeantes algériennes ne s'entendent pas toujours, il n'y a pas de consensus. Donc, il y a des rapports de force qui s'exercent
et on voit tantôt des gens mis en prison qui sortent, qui repartent, qui reprennent du pouvoir, ainsi de suite, et on prend un tel ministre, on le renvoie, on revient vers lui. C'est-à-dire il n'y a pas une cohérence, une cohésion au sein des équipes, et surtout Abdelmajid Tebboune n'arrive pas encore, mais il se peut qu'il le fasse d'ici quelques temps, mais pour le moment, il ne donne pas l'impression d'être un arbitre avec une force de marge de manœuvre, etc. Et c'est ça qui manque à l'Algérie, c'est que les Algériens ont l'impression de ne pas être protégés parce que justement, il n'y a pas quelqu'un qui tape sur la table et qui soit arbitre. Et qu'on restez avec nous, Hassan Haj, celle qui pourrait peut-être taper sur la table et faire les choses d'une manière objective, c'est la justice. Karim Bouzid est avec nous. Vous qui êtes d'abord comme de médias aussi, mais qui est dans certaines ONG comme Riposte International, ce qui manque aussi peut-être dans ce pays comme l'Algérie. Je rappelle que Riposte, c'est pas que l'Algérie. Vous travaillez sur plusieurs pays. C'est la justice. C'est ça peut-être le problème numéro un. Là, on voit réellement de justice, on n'a pas de procureur, on n'a pas d'accusation, on n'a rien. C'est une question fondamentale pour l'Algérie. Tout à l'heure, que la nomination de Chinguireha dans le gouvernement est un signal fort et un paramètre qui doit être analysé dans le contexte du régime algérien. Pourquoi? Parce que d'abord, nous avons déjà alerté sur le décret présidentiel du 27 juin 2024 portant nomination du personnel militaire dans les administrations publiques, géopolitiques, stratégiques, énergétiques, ce qui donne à l'armée, par la force de la loi, d'être nommé dans tous les secteurs névralgiques, administratifs en Algérie. Et la nomination de Chinguireha vient confirmer qu'effectivement, il y a une militarisation de la vie politique, de la vie publique, de la vie économique de l'Algérie, et que justement, la militarisation n'est pas la solution pour l'Algérie, c'est le problème. Nous n'avons pas cessé de le dire, et que l'arrestation de Sansal, dans les conditions dans lesquelles s'est déroulée cette arrestation, nous renseigne clairement sur les pratiques de ce régime, sur la nature de ce régime, sur je ne dirais pas les ressemblances, mais à l'identique des pratiques du régime russe. Je pense que l'Occident devrait tirer des leçons nécessaires. Je parle de l'Occident, des pays européens, parce qu'à ce rythme, Poutine va gagner la guerre en Ukraine. Ce sera la défaite de l'Occident qui sera terrible, qui va impacter sérieusement les futures générations, mais aussi perdre le Sud global pour l'Europe sera aussi un grand problème à venir. Pour ce qui est d'autres pays, je pense que avec cette affaire de l'arrestation de Sansal, nous comprenons très bien à quel point le régime algérien est affolé, est aux abois, et que justement une polémique lancée par un écrivain suffit pour ébranler la sérénité des régimes. C'est terrible comme situation, alors que, comme l'a dit M. Hiresh, Sansal n'est pas historien, quand bien même il dirait des choses qui soient infondées, effectivement, cela ne devrait pas inquiéter plus que quelques personnes tout autour. Mais là, ça devient une affaire d'État, ça nous renseigne sur la fragilité du régime algérien qui est affolé, qui n'a pas de base démocratique, qui n'a pas un front intérieur fort, solide, démocratique, qui n'a pas un état de droit. Et c'est cela que nous dénonçons. Nous dénonçons justement ce recours à l'arrestation arbitraire abusive. Nous dénonçons ce regain de violence, de répression, et nous alertons l'opinion nationale et l'opinion internationale sur les nouvelles dérives, sur cette cabale liberticide contre toute voix discordante au régime algérien.
Merci. Avant de se quitter, je reviens à vous dans un instant, chers invités. Je voudrais juste qu'on écoute quelques extraits tout de même de la télévision algérienne qui revient sur la sortie de l'APS il y a 48 heures. L'arrestation de Boualem Sansal, pseudo-intellectuel vénéré par l'extrême droite française, a réveillé les professionnels de l'indignation. Le gouvernement français doit exiger sa libération immédiate, lancera le naturalisé par décret Éric Zemmour en faveur de son ami Boualem Sansal. Le président Macron, qui revient d'un voyage bronzé du Brésil où il avait traité les Haïtiens de tous les noms, se dit très préoccupé. La France de Macron n'est pas à une contradiction près. Le même Macron qui parle de crimes contre l'humanité en Algérie concernant la colonisation française, qui admet la reconnaissance historique d'assassinats d'État dans le cas de Ali Boumendjel, Maurice Audin ou l'Arbi Ben Mehdi, pousse la contribution jusqu'à envoyer son ambassadeur avec une gerbe de fleurs sur la tombe de notre martyr, prend la défense d'un négationniste qui remet en cause l'existence, l'indépendance, l'histoire, la souveraineté et les frontières de l'Algérie. À chaque poussée de fièvre anti-algérienne, Paris charge... Voilà un petit extrait, vous avez le communiqué sur le site de l'APS officiel, vous allez voir, hein, les mots ne sont pas à tendre. Messieurs, avant de se quitter, 30 secondes, 30 secondes chacun. Hassan Herash, peut-être une dernière réaction, un pays qui prend aussi, qui en prend pour son image. Ce n'est pas que celle du pouvoir, c'est aussi des générations entières. J'ai pas très bien entendu votre question. Les 30 dernières secondes avant de nous quitter sur cette affaire, c'est pas qu'un pouvoir, c'est aussi l'image d'un pays, je disais. Oui, je pense vraiment que cette affaire prend des proportions totalement énormes, qui ne devraient pas l'être pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a des tensions au sein du pouvoir algérien avec le nouveau gouvernement, des gens qui ont été écartés, d'autres qui sont rentrés, qui n'ont pas toujours le consensus au sein des équipes dirigeantes, etc. Et deuxièmement, en France, nous assistons aussi à un pouvoir complètement illégitime. Macron est totalement minorisé depuis les élections législatives et a un Premier ministre qui est issu d'un parti qui a eu le plus faible taux de participation en France. Et donc, Macron et ses alliés essayent de retrouver une légitimité en se donnant cette image justement de ceux qui défendent les droits de l'homme dans le monde, etc. Et donc, profitent de cette occasion-là pour essayer de redorer un petit peu leur blason. Voilà, je pense que ça aggrave un petit peu la situation de Boualem Sansal. Karim Bouzid, dernière petite seconde avant de vous libérer. Si je puis dire ça, M. Herash, parce qu'il ne faudrait pas surdimensionner l'affaire Sansal. Je pense que l'affaire Sansal doit être contextualisée dans le contexte de regain d'arrestation d'Algériennes et d'Algériens, ce qui n'est pas nouveau. D'abord, nous exprimons notre solidarité agissante à l'égard des détenus d'opinion. Nous rappelons qu'il y a des centaines de détenus d'opinion en Algérie et que Sansal ne devrait pas couvrir sur ce fait, tout en précisant que Sansal et autres ont le droit d'être justiciables et que sur le fond, je pense que Sansal a perdu la tête en faisant quelques déclarations dont il ne maîtrise pas ni les contenus ni les impacts. Merci, pareil pour vous, cher M. Tamim, avant de se quitter. Avant de se quitter, je vais dire que tout le monde le sait qu'il y a une absence grave de transparence en Algérie. En tous les cas, de toutes les façons, toutes les critiques portées envers le pouvoir sont systématiquement assimilées, c'est-à-dire assimilées à des menaces de l'unité, etc., etc. Étendant aussi même les accusations de terrorisme, etc., etc. Donc, ils sont toujours dans leur pratique et ils essaient d'endormir, ils essayent de... Peut-être aussi, il y a des enjeux derrière tout ça. Voilà, c'est comme il vient de dire nos frères. Pourquoi on ne parle pas... C'est toujours eux qui nous donnent le sujet, au fait, pour discuter, pour débattre, pour débriefer ce qui se passe en Algérie. Donc, à nous de créer des sujets, à nous de discuter, à nous de donner des solutions
Et surtout, il faut qu'on s'intéresse au peuple qui est opprimé. Merci. C'est ce qu'on fait sur nos antennes. C'est pour ça qu'au-delà de l'affaire de Boualem Sansal, on voulait vraiment revenir sur les libertés, la puissance ou l'affaiblissement du pays, sur la diplomatie. C'était ça qui était important ce soir. C'est ce qu'on essaye de faire à chaque fois quand il y a un cas, de revenir vraiment sur le fonctionnement de ce système, puisque ce n'est pas la première fois que ça arrive. Hassan Hiraj, Slimane Azem, blessure et résilience. L'Armatan, merci beaucoup. Cher Yazid Taïm, merci infiniment. Karim Bouzid, merci. Jamaldine Benchenouf, merci. Et Salim Salkhan, merci infiniment m'avoir accompagné pour préparer l'émission. L'équipe en régie, je vous embrasse. À demain, je l'espère. Bonne soirée à tous.